Bonjour Laurent Muchelli, Bonjour. très heureux de vous rencontrer aujourd'hui. On a beaucoup entendu parler de vous dernièrement, notamment avec votre fameux blog sur Mediapart, qui a mis en évidence un grand nombre de sujets préoccupants, notamment dans le domaine des conflits d'intérêts autour des médicaments pour la Covid-19. Donc, Laurent Muchelli, vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous êtes spécialisé dans les questions de délinquance, de police et de justice, et vous êtes auteur de nombreux ouvrages. Alors, je vais en citer quelques-uns. Donc, le plus récent, c'est La France telle qu'elle est, pour en finir avec la complainte nationaliste, qui est paru le 4 mars 2020, donc juste avant le Covid. Du coup, il est temps de refaire un peu de promo parce que voilà, c'était pas le bon moment pour sortir un livre avec les librairies fermées. Vous êtes également l'auteur de Sociologie de la délinquance chez Armand Collin, et puis d'un livre qui fait date dans le domaine de la vidéosurveillance, qui est Vous êtes filmé, enquête sur la vidéosurveillance, qui est aussi sorti chez Armand Collin. Est-ce que vous voulez éventuellement ajouter quelque chose par rapport à cette présentation pour qu'on vous connaisse mieux? Je dirais ce que je dis volontiers dans quasiment toutes mes conférences maintenant. Et alors, je peux vous dire que depuis que je travaille sur la crise du Covid et la production de la recherche médicale, je le dis encore plus, c'est que je déclare tout de suite, donc je n'ai aucun lien d'intérêt avec rien, que ce soit un groupement industriel ou commercial, que ce soit une organisation politique, syndicale ou que sais-je. Je défends depuis des années, et je l'ai écrit, et je le dis à chaque conférence, je défends depuis des années la recherche publique libre et désintéressée. Parfait. Donc, je m'appelle Jean-Pascal Schaeffer, je suis basé sur Marseille, donc on est dans le même département. Mes compétences sont dans le domaine de l'énergie et du numérique, mais je m'intéresse également, en tant que citoyen, à ces questions-là, aux questions de citoyenneté, de démocratie, ainsi que tous ces sujets dont vous traitez. Donc, sur cette chaîne, mon objectif est d'aider nos auditeurs à mieux comprendre, notamment ces fameux enjeux sociaux et démocratiques, euh, dans une logique de solution. C'est-à-dire que même s'il est important de bien poser le diagnostic, et on va y passer pas mal de temps, hein, l'idée c'est aussi de voir que peut-on faire pour améliorer une situation potentiellement ou factuellement insatisfaisante. Donc en particulier, je compte sur vous pour que les citoyens français, mais aussi francophones en général, puisqu'on a une audience qui dépasse la France, hein, on a des auditeurs en Suisse, en Belgique, voilà, au Maghreb également, comprennent bien ce qui se joue et en quoi ils peuvent être acteurs de la suite des événements. Ah oui, j'ai oublié les Canadiens, bonjour aussi aux Canadiens. Euh, on va démarrer donc avec tout ce qui touche à euh, une partie d'abord sur le coronavirus, les conflits d'intérêts, les rivalités d'ego, les haines personnelles. Je sais que vous êtes bien renseigné sur ce sujet depuis le début de la crise du coronavirus. Alors, est-ce que vous pouvez nous revenir sur ce qui vous a amené, vous, chercheur en sociologie, spécialisé sur les questions de délinquance notamment, à vous intéresser aux traitements proposés pour soigner le coronavirus? Je pense que le point de départ de mon enquête, c'est deux choses, c'est deux surprises. Et par ailleurs, je pense que c'est ce qui fait un chercheur, c'est de douter et d'être surpris au passage. C'est Aristote qui disait la philosophie commence avec l'étonnement. La philosophie d'aujourd'hui, c'est la science. Ça doit procéder ça, de l'étonnement. Donc le démarrage de l'enquête, c'est que je suis étonné par deux choses. La première, c'est la focalisation qui est faite sur la personne, le personnage, la personnalité de Didier Raoult. Je vais y revenir. Et la deuxième, c'est la décision politique de vouloir restreindre la liberté de prescription des médecins de ville, qui sont pourtant la base de toute stratégie sanitaire. Donc, se couper de la base, voilà, ça m'a beaucoup étonné. J'ai évidemment des médecins dans mon entourage, mon père était médecin, je ne suis pas totalement naïf sur ces choses-là, et puis de toute façon, quand bien même, comme beaucoup de gens, je comprends que si on a une alerte mondiale, une crise majeure, le premier relais pour toute personne, pour tout citoyen, c'est son médecin de famille, c'est les médecins de base. Donc que d'emblée, on veuille les limiter, d'ailleurs ils l'ont très mal vécu, hein, on y reviendra, ils l'ont vécu comme une forme d'infantilisation, c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonné. Voilà, j'ai eu besoin de comprendre ça. Ça n'est pas logique. En fait, ça n'est pas rationnel, ça n'est pas logique, donc il faut essayer de le comprendre. Alors, je reviens sur le premier.
cette polémique est très clivante, très passionnelle, très émotionnelle, hein, qui s'est mise en place autour du personnage de Didier Raoult. Bon, moi, il se trouve que je ne regarde pas la télévision depuis longtemps. Je lis énormément, évidemment, ou je regarde après coup si j'ai besoin de documenter par le biais de la vidéo, mais je ne regarde pas la télévision. Donc, j'ai lu et entendu parler bien avant de voir la tronche, si vous voulez, de Didier Raoult. Or, manifestement, il y a beaucoup de gens qui sont restés bloqués. C'est ce que moi j'appelle le stade people de la controverse, que je trouve évidemment intellectuellement dramatiquement faible. C'est tous ces gens qui, en fait, leur niveau de réflexion, fondamentalement, il est bloqué là. Il est bloqué par une émotion. Voilà. Il y a quelque chose qu'ils ne supportent pas, à la fois dans Raoult, puis par ailleurs, je me suis aperçu assez vite que c'était dans ce qui symbolisait, dans le fait, et avec deux éléments majeurs, sans lesquels, à mon sens, on ne comprend pas la polémique. Le premier, c'est une politisation de la personnalité de Raoult et ce qu'il représente. Pourquoi ? Parce que Raoult, il est à Marseille, il est dans une région, la région sud aujourd'hui, PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur autrefois, qui est dominée politiquement à droite. Donc, y compris pour construire son institut. Il a été en tout cas très vite soutenu, et encore aujourd'hui, on voit bien dans l'espace politique, il est soutenu principalement par des personnalités de droite, voire même d'extrême droite. Ce qui, du coup, le fait être marqué dans le débat public comme un homme de droite, voire soupçonné d'être d'extrême droite. Et ma réflexion à moi, tout de suite, ça a été de dire, mais enfin, ma foi, j'ai quand même déménagé souvent dans ma vie, j'ai donc eu plusieurs médecins de famille, à une exception près de l'un d'entre eux qui est devenu un copain qui venait manger chez moi, donc que je connais personnellement, mais enfin sinon les autres, je ne les connais pas personnellement et je n'ai aucune idée de leurs opinions politiques. Et j'ajoute, je m'en fous, pour être clair. Je ne vais pas voir un médecin pour me dire je vais voir un copain qui a les mêmes idées que moi. Enfin, c'est absurde. Je vais le voir parce que je pense qu'il est compétent dans son métier de médecin et pour qu'il me soigne. Voilà. Donc, cette politisation m'a paru hors de propos. Et même un genre, je dirais, ça confine chez certains une forme de sectarisme que je ne peux pas admettre. Et je le dis d'autant plus volontiers qu'il est de notoriété publique que je suis un intellectuel de gauche. Voilà. Donc, que Raoult soit de droite ou pas, je m'en contrefiche. Ça n'est pas le problème. Et je ne comprends pas ce que ça vient faire là. Or, manifestement, ça joue un rôle important pour une grande partie des élites intellectuelles qui sont géographiquement concentrées à Paris. Et la deuxième chose que j'ai perçue assez vite, et qui n'est pas nouvelle, je l'avais déjà perçue et j'ai écrit dessus au moment de la crise des Gilets jaunes, c'est qu'il y a là aussi de la part de toutes ces élites intellectuelles et journalistiques, essentiellement parisiennes, il y a une forme de mépris social et intellectuel vis-à-vis de la part de eux, élites diplômées, et qui vont se mettre à parler de la science avec un grand S, comme s'ils avaient pour mission de la défendre ou une quelconque autorité pour prétendre l'incarner, et qui vont l'opposer au fond, à la populace, à tout le côté que eux appellent, avec les mots méprisants, populisme, voire même complotisme, et qui est censé représenter Raoult. Et ça, c'est la deuxième chose qui se cache derrière cette polémique. Voilà, les gens qui prétendent incarner la vérité, la science, parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils ont des diplômes, pas face à ce brave peuple qui se jette sur les vidéos YouTube et qui est prêt à croire n'importe quoi, parce que fondamentalement, ce seraient des imbéciles. Et ça, c'est quelque chose que je connais, que je ne partage pas du tout, évidemment, mais je connais cette espèce de mépris social et intellectuel d'une partie des élites. Je l'ai déjà vu donc à l'œuvre, et il joue là aussi à plein régime. Donc je dirais que voilà, au départ, étant moi, pour des raisons qui sont mon histoire personnelle dont on se fiche ici, étant vacciné au fond par avance contre ce mépris social ou contre l'idée que, pour vous dire les choses, j'avais un grand-père qui était tapissier, qui était un homme extrêmement intelligent, qui rêvait d'être médecin, mais ses parents n'avaient pas d'argent pour lui payer des études. Et il m'avait dit un jour, et je m'en suis longtemps souvenu, je m'en souviens encore aujourd'hui, il me dit, tu sais, il faut que tu fasses des études, que tu aies un chouette métier, il faut réfléchir et tout, mais sache bien que le diplôme ne protège pas de la connerie.
Voilà. Et je pense qu'il avait fondamentalement raison. Et je me suis toujours souvenu de ça. Donc, je suis vacciné contre ces formes-là ces formes-là de mépris. Je regarde, je doute, j'essaie de faire ce qui est, je crois, être par ailleurs mon métier, c'est-à-dire regarder les choses froidement, en essayant de ne pas mélanger les émotions avec le raisonnement intellectuel. J'y suis d'ailleurs un peu obligé. Je veux dire, quand on travaille sur les questions de criminalité, si on laisse les émotions ou les jugements moraux nous envahir, ben c'est fichu, parce qu'on est confronté à des choses qui sont choquantes, évidemment, moralement, très souvent, d'un côté ou de l'autre. Si c'est ça qui mène notre réflexion, on est vite perdu. Et puis, j'ajouterais une troisième chose, j'avais dit deux, excusez-moi, il y en a une troisième. J'ajouterais une troisième chose, c'est que, comme ça peut se vérifier dans mon manuel que vous avez eu la gentillesse de citer tout à l'heure, Sociologie de la délinquance, qui est mon manuel universitaire, je l'ai écrit parce que mes cours à l'université d'Aix-Marseille, c'est essentiellement, se basent là-dessus. Et dans ce manuel, il y a une grosse partie que je consacre à ce qu'on appelle dans mon métier la délinquance en col blanc, c'est-à-dire les délinquances des élites. La délinquance, c'est pas les jeunes de banlieue qui brûlent de voitures, ça c'est un petit aspect. Mais la délinquance, c'est simplement le fait d'enfreindre la loi. Ça existe dans tous les milieux professionnels, dans tous les milieux sociaux, et ça peut être pratiqué massivement par des gens qui sont habillés en costard-cravate et bien propres sur eux, pour dire les choses. Voilà. Donc, je développe assez longuement ces questions-là concernant les élites politiques, bien sûr, autour des problèmes de corruption, mais aussi les élites économiques. Et parmi les multiples secteurs que j'ai un petit peu creusés, j'ai vite rencontré la question des systèmes de corruption qui sont mis en place par les industriels, pour arriver évidemment à vendre tout simplement leurs produits le plus possible, et pour cela, à tenter de s'inféoder, de corrompre le plus possible les agences publiques et les agents publics de contrôle qui pourraient limiter leur expansion industrielle et commerciale. C'est quelque chose que j'ai rencontré par exemple avec la question des pesticides dans l'agriculture, avec la question de la pollution des voitures, le Dieselgate, que j'ai rencontré évidemment à de multiples reprises dans l'agroalimentaire, et enfin, que j'ai rencontré dans le secteur pharmacologique. Et il y a plusieurs pages de mon manuel qui sont consacrées aux précédentes affaires. La plus connue, c'est l'affaire du Mediator. Mais il y en a en fait beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Et ces affaires, comme dans les autres secteurs que j'évoquais, au fond, c'est un petit peu la même logique partout. C'est-à-dire que il existe dans le monde, et c'est une grande naïveté de ne pas le savoir ou de ne pas s'en rendre compte plutôt. Le savoir, c'est une chose, mais s'en rendre compte. Il existe des industries qui sont aujourd'hui les gens qui tiennent le monde, en fait. Il faut dire les choses. On est en train de parler là de l'industrie pharmaceutique. C'est un des secteurs actuellement les plus rentables du monde. Et ce sont des géants industriels qui sont, en fait, au niveau et tout à fait comparables à ce que sont les géants par exemple, la pétrochimie, les géants, les cigarettiers, des géants de l'agroalimentaire, etc. Bon. Et il y a là comme un espèce de petit cap aussi intellectuel que beaucoup de gens n'arrivent pas à passer parce que, mais c'est logique, nous sommes moralement bien constitués pour l'immense majorité d'entre nous, évidemment, et la santé, ça a quelque chose d'un peu sacré quelque part. On a peut-être du mal à se dire, mais c'est pas possible que ce soit si facile de réduire les questions de santé à des histoires de fric, au fond. Voilà, disons les choses comme elles sont. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un domaine un peu protégé quelque part. Il y aurait un petit côté un peu sacré là-dedans. La réponse est non. Nous sommes malheureusement confrontés aujourd'hui à des multinationales qui vendent des médicaments, qui cherchent à vendre des médicaments exactement comme elles vendraient des pots de yaourt. Exactement de la même manière et sans aucun type de barrière morale quelconque. Voilà. Une fois qu'on a compris cette logique économique, une fois qu'on les a analysés, il faut analyser ces groupes-là. Une fois qu'on a vu que leurs principaux actionnaires, ces groupes sont cotés en bourse, ils font tous les jours, ils cherchent à faire tous les jours des dizaines, voire des centaines de millions. Ils spéculent sur les cours de la bourse. Ils versent, les patrons de ces grandes industriels pharmaceutiques sont parmi les mieux payés du monde entier. En 2007, le record, c'était le patron de Sanofi. Leurs actionnaires sont parmi les mieux rémunérés, leurs principaux actionnaires sont des fonds de pension américains. C'est-à-dire qu'on est en fait au cœur de ce capitalisme financier qui domine la planète aujourd'hui très clairement et qui est à domination américaine encore. Voilà. Donc ça, c'est la troisième chose que j'étais prédisposé à comprendre du fait de ce travail sur la délinquance en col blanc et qui m'a permis aussi très vite de regarder différemment cette affaire en soupçonnant que les conflits d'intérêts créés
par les stratégies de trafic d'influence des groupes pharmaceutiques, allait jouer un rôle important. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, les quelques papiers que j'ai pu faire, voilà, confirment qu'effectivement, mais évidemment, je ne suis pas devin, hein, c'était juste évident en fait. Alors, je note que dans votre propos, hein, vous êtes passé du statut de chercheur avec des domaines de compétences bien identifiés, hein, notamment on a aussi parlé de la vidéosurveillance, mais à ce sujet autour du médicament, avec d'une part cet étonnement que vous avez eu par rapport à la focalisation sur la personne qui vous semblait avoir un parfum d'élitisme, hein, notamment, et peut-être aussi de sectarisme par rapport à un Didier Raoult qui n'avait pas la vertu d'être parisien et de faire partie d'une certaine élite intellectuelle. Voilà, vous avez beaucoup travaillé sur les questions de délinquance, mais effectivement, cette délinquance en col blanc, finalement, qui fait partie de vos ouvrages, elle est également à l'œuvre, hein, dans différents domaines. Et vous citiez ce cas. Je crois que vous disiez, on a des niveaux de salaire, on l'avait évoqué, je crois que c'était 10 millions de dollars, c'est ça, le salaire du PDG de Sanofi, C'est ça. C'est sympathique. Et puis, effectivement, cette notion, voilà, le côté politisation, le côté mépris social et intellectuel, et puis cette notion de délinquance en col blanc, tout ça, c'est un peu agrégé pour que votre soupçon s'éveille. Et alors, on en vient tout de suite à la question phare, hein, qui est un des premiers points que vous avez mis en évidence et documenté, cette question du remdesivir, hein, du laboratoire Gilead. Donc, est-ce qu'on peut rappeler l'historique de ce médicament? Parce que c'est quand même quelque chose de très original. Oui, je dirais qu'il faut même rappeler l'historique de ce laboratoire. Enfin, ce laboratoire, c'est une des choses que je dis. D'ailleurs, et la prochaine édition de mon manuel, je changerai. Il faut arrêter de parler de laboratoire, d'ailleurs, parce que ce sont des industriels qui, d'ailleurs, souvent n'ont pas de laboratoire, en fait, parce qu'ils sous-traitent tout ça. Ce sont fondamentalement donc il faut parler des industries pharmaceutiques. Et Gilead, c'est un laboratoire qui est relativement, qui est jeune comparé à Sanofi, qui est en partie l'héritier de Rhône-Poulenc, de très très vieux groupes industriels avec des secteurs chimiques, des secteurs voilà. Mais là, on est sur quelque chose de beaucoup plus récent, qui est clairement, encore une fois, non pas un vieux secteur industriel traditionnel d'un pays, mais clairement une opération financière, quelque chose qu'on crée pour faire de l'argent, voilà, et qui a réussi en l'espace de 10 ans de passer de petits groupes arrivant dans un secteur très ancien à aujourd'hui être un des 5 principaux leaders dans le monde. Et il y arrive parce qu'en fait, c'est un laboratoire qui cherche à faire des coûts, très forts, très rapides et à rentabilité maximale. Bon. En faisant fabriquer ou en rachetant un brevet ou en faisant fabriquer un nouveau médicament et en essayant de trouver les bons coups, les bonnes idées, les bons effets d'aubaine. Il faut vraiment le voir avec un regard d'économiste financier en fait pour comprendre ça. Alors, en l'occurrence, comme n'importe qui se renseigne un peu comprend vite que les maladies infectieuses, c'est une principale cause de mortalité dans le monde. Donc, se mettre sur le secteur de tout ce qui peut faire office de médicaments ou de vaccins dans la lutte contre les virus et les maladies infectieuses, c'est potentiellement du jackpot, puisque c'est quelque chose qui préoccupe de manière massive et majeure l'Organisation mondiale de la santé et tous les États. Bon. Alors, ce médicament, le Remdesivir, a été mis au point déjà et tentative déjà d'essayer de commencer à le commercialiser massivement lors de l'épidémie de Ebola, il y a quelques années, mais qui concernait essentiellement les pays d'Afrique de l'Ouest et qui n'a pas touché le monde occidental. Et qui est comme un médicament compliqué, parce que par ailleurs, ce n'est pas une petite pilule qu'on avale comme un Doliprane, ou, on le dira tout à l'heure, comme hydroxychloroquine vendu en plaquenil du bon vieux docteur Raoult. Voilà. Là, c'est pas ça. Là, c'est un produit par injection intraveineuse. Et évidemment, ça n'a pas du tout le même coût. Non, ça n'a pas du tout le même coût. Donc, il y a eu l'histoire d'Ebola. Mais quand on regarde plus largement, donc, Gilead, c'est quelques coups comme ça, quelques endroits, quelques secteurs bien précis où on fait des coups parce qu'on espère la rentabilité maximale. L'autre affaire qu'il faut évoquer du coup, j'imagine que c'est celle-là que vous aviez en tête aussi, c'est l'histoire de l'hépatite C. Oui. Voilà, donc là, c'est le coup réussi. C'est le coup réussi pour Gilead. C'est sans doute, d'ailleurs, j'ai pas reconstitué hyper en détail toute l'histoire économique et financière de ce groupe sur les dernières années, mais enfin, quand on voit la réussite qu'il a eue
auprès des États pour faire valider et dans certains cas même construire des quasi-monopoles, ce qui est la base de toute stratégie industrielle qui se respecte évidemment. L'idéal, c'est de vous construire un monopole en ayant sécurisé toutes les agences publiques autour et machin, et pouvoir tranquillement toucher sans rien faire, faire rentrer l'argent dans la caisse. Voilà. Donc c'est ce qui s'est passé. C'est quelque chose qui a coûté un argent fou à l'assurance maladie en France, mais en fait dans beaucoup d'autres pays, parce qu'on vend des médicaments qui sont très chers. Et encore une fois, il faut bien comprendre que tout ça n'a rien à voir avec les enjeux et a fortiori évidemment avec une quelconque éthique de santé publique, mais rien à voir. D'ailleurs, ces médicaments, le groupe industriel va les vendre à des prix totalement différents selon les pays. Parce qu'en fait, dans chaque pays, il va se présenter et il va faire une négociation financière. Alors, s'il est face à un pays riche qui met énormément d'argent dans son assurance maladie, qui a l'habitude de consommer énormément d'argent, la France et les États-Unis sont les deux premiers consommateurs de médicaments dans le monde, en taux par habitant, et en part du PIB, etc. Donc, ce sont des endroits où l'effet d'aubaine est potentiellement maximal pour eux. Inversement, lorsque le laboratoire s'en va vendre le même médicament à un pays en voie de développement, eh bien, il va le vendre pas du tout au même prix, beaucoup moins cher. De toute façon, il sera toujours 10 fois, 100 fois, 1000 fois dans certains cas au-dessus de son prix de fabrication. Donc, de toute façon, voilà, ce sera simplement un jackpot plus ou moins petit ou plus ou moins grand. Voilà. Mais tout ça, just business as usual, c'est ça qu'il faut comprendre, quoi. Concernant cette fameuse question de l'hépatite C, ils ont pris un traitement, il y avait un traitement antérieur qui était vraiment incroyablement moins cher. J'ai plus les proportions, je ne sais pas si vous vous en rappelez, d'évolution du prix du médicament sur l'hépatite C. C'était du médicament sorti par Gilead. Il y avait un facteur multiplicateur très significatif. Je ne sais pas si vous l'avez encore en tête. Non, je l'ai évidemment pas en tête parce que j'ai la tête farcie de chiffres, on va dire, depuis des jours et des jours. Donc, je n'arrive pas à tous les mémoriser. Mais ce qui est certain, c'est le mécanisme qui est celui que vous pointez. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point on retrouve le même ici. Parce que un des fonds de l'affaire, après tous ceux qu'on a déjà évoqués, un des fonds de l'affaire qui est celui qui échappe, pour le coup, au débat public, à nos élites qui se croient si supérieures, etc., dans leur grande naïveté, ils n'ont pas vu que l'enjeu fondamental, en fait, c'est celui-là, c'est l'enjeu économique. Ils sont bien gentils tous. Enfin, c'est l'économie qui mène le monde. C'est les multinationales, c'est les banques. Ne pas l'avoir compris, c'est ne rien comprendre à l'évolution du monde depuis quelques décennies. Bon. Donc, le mécanisme, c'est exactement le même. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que le brave docteur Raoult, j'aime bien l'appeler comme ça parce qu'il a un certain âge, il arrive au fond, et parce qu'il y a un côté remède de grand-mère aussi, quelque part. Il arrive en disant, voilà, moi, j'utilise un médicament qui est commercialisé depuis 1955. Ça fait 75 ans. Qui vaut rien. Il y a belle lurette qu'il n'y a plus de brevets, tout ce qu'on veut. Concrètement, la boîte de Plaquenil, jusqu'au mois de janvier 2020, vous pouviez l'acheter quelque chose comme 2 €, entre 2,20 €, 2,40 €, selon les endroits, chez votre pharmacien. Par exemple, si, ce qui m'est arrivé, vous partiez en voyage dans un pays tropical, parce que c'est un médicament pour essayer d'éviter de choper le palu. Voilà. Ça m'est arrivé aussi. C'est pour ça que j'ai trouvé tout ça aussi étrange. Bon. Donc, ok, il prend ça parce que c'est un antivirus, parce que par ailleurs, il lit ce que font les Chinois qui considèrent être parmi les plus grands virologues du monde, et qu'il voit bien que le problème, que le coronavirus, c'est quelque chose dont il faut absolument essayer de bloquer le plus vite possible la charge virale, c'est-à-dire avant qu'elle se réponde dans votre organisme par le biais du sang et qu'elle contamine et attaque les organes vitaux, notamment, mais pas uniquement le poumon. Bon. Donc, quand on a compris ça, on cherche tout de suite à bloquer le virus. Bon. Donc, il utilise ça, et par ailleurs, il le fait depuis longtemps lui aussi, parce que par ailleurs, il l'explique d'ailleurs dans plusieurs, même dans des livres, il explique comment il travaille sur le repositionnement des molécules anciennes, sur des maladies nouvelles. Voilà, l'idée, c'est pas la peine de dépenser des milliards pour chercher le nouveau remède miracle, machin. C'est les médias au passage qui ont collé cette étiquette de remède miracle. Miracle, c'est un contresens total. On pourrait dire ça, on devrait dans certains cas dire ça, de ce que les laboratoires veulent vendre comme le nouveau remède moderne, machin, prétendu miracle. Oui, là peut-être, mais certainement pas
sur du repositionnement de très vieux médicaments, en aucun cas. Bon. Donc, un, il utilise ça, et deux, et c'est là qu'est son idée originale, c'est deux, il l'associe à un antibiotique, dont les effets aussi bactéricides sont bien connus. Là encore, l'idée, c'est on va essayer d'étouffer le virus dès le départ pour laisser au corps le temps de s'en débarrasser et que ça empire pas. C'est de la logique médicale fondamentale. C'est fondamentalement juste, médicalement juste. C'est bien pour ça d'ailleurs que tant de médecins praticiens généralistes en France l'appliquent sans le dire, essayent de l'appliquer sans le dire, etc. Voilà. Donc à la base c'est ça. Et l'idée c'est juste de faire cette association. C'est la fameuse bithérapie. On peut ajouter d'ailleurs par la suite, et parce qu'il lit aussi ce qui s'écrit dans la presse médicale, il va aujourd'hui ils ont ajouté un troisième outil, on va dire, hein, qui est tout simple, qui est un oligo-élément, qui est le zinc. Parce que le zinc a la propriété précisément de doper principalement l'antibiotique en question, donc de maximiser encore ses effets de bactéricides et de contention au fond de l'attaque virale. Et ça, c'est pas d'autres médecins français et c'était sorti dans la presse ici ou là, avaient commencé à le tester. Bon, voilà. Donc, à la base, c'est ça. Ça utilise uniquement des médicaments anciens qui coûtent quasiment rien. Et en face, on a donc un laboratoire qui prépare depuis des années, qui prépare son coup en se disant peut-être la prochaine épidémie sera peut-être la bonne pour mon médicament. Hein, déjà Ebola, bon. Donc qui garde au chaud son fameux Redemsivir depuis des années, dont l'administration revient environ 4 500$ par patient. Alors vous imaginez que le nombre de patients au Covid, on prend la machine à calculer, on fait un petit calcul. Quand on voit que le coût de revient, lui, de toute façon, il va être inférieur à 100$, on voit les écarts à peu près qui peuvent être faits de cet ordre-là. Bon, bref, vous allez assez vite arriver à imaginer le nombre de zéros qu'il faut mettre derrière le chiffre d'affaires qui est à la fin, le bénéfice qui est à la fin. Voilà. Il y a quand même un autre labo qui a beaucoup fait parler de lui à cette occasion, et avec un traitement qui était tout aussi inefficace d'après ce que pas mal d'études ont mis en évidence, c'est le laboratoire Abbott ou AbbVie, qui a sorti l'Opinavir. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce que ça, et pour le coup, Abbott, c'est un laboratoire plus ancien que Gilead. Qu'est-ce que vous pensez de ça également? Parce que ils ont d'ailleurs des liens entre eux, parce que les labos souvent se mutualisent, précisément pendant les industries, souvent mutualisent certaines opérations de la chaîne de production, par exemple. Bon. On pourrait même ajouter un troisième. Vous pas les mêmes par hasard? Comment? N'auraient-ils pas les mêmes actionnaires par hasard? Mais oui, bien sûr, ils ont en partie les mêmes actionnaires, bien sûr, qui sont encore une fois ces gros fonds d'investissement, ces grandes banques, etc., qui ont mis de l'argent là, comme elles en ont mis aussi dans les GAFA. Le plus gros actionnaire de Gilead, je crois qu'il détient aussi 5% d'Amazon, du capital d'Amazon, enfin, voilà, etc. On peut en ajouter même un troisième, d'ailleurs, un autre immense groupe industriel, Merck, qui est aussi présent, parce que une équipe australienne notamment a testé un de ces molécules, l'ivermectine, il y a déjà plus d'un mois. Bon, c'est un champ concurrentiel, évidemment, hein, un champ concurrentiel. Il faut parler de Gilead parce que pour deux raisons. Le premier, c'est que c'est celui qui prépare depuis la précédente alerte pandémique une opération industrielle majeure, hein, et qui, à l'évidence, s'est dit, ben voilà, c'est l'aubaine, on y va. Ça, c'est évidemment la première raison. Les autres sont positionnés sur un tas de choses et se sont raccrochés évidemment au Covid, une fois qu'il était là et que ça devenait l'enjeu mondial, évidemment. Mais je ne pense pas qu'il soit dans cette stratégie préparée de longue date où on est prêt à sauter sur, etc. Bon. Ça, c'est la première. La deuxième raison qui est fondamentale, c'est que Gilead, les labos sont plus ou moins influents selon les pays où ils sont implantés, selon les secteurs précis et les types de médicaments et les types de maladies contre lesquelles on lutte, etc. Bon, ils se sont les uns les autres construit quand même des spécialisations, des petits monopoles ici, des petits arrangements par là, voire sans doute, je ne connais pas le détail, je n'ai pas étudié ça depuis des années, il y a sans doute également, enfin ce qu'on voit dans tous les secteurs de la vie économique, des phénomènes d'entente, de partage de terrain, ok, bon moi je te laisse là-dessus, puis toi tu me laisses ma chasse gardée là, moi je fais mon bénéfice, toi tu le fais là, bon, etc. Ce qui est banal dans la vie commerciale et économique. Donc selon les pays,
cette stratégie d'influence se développe plus ou moins et elle parvient plus ou moins, évidemment, c'est le but du jeu, à mettre un maximum de personnes en situation de lien d'intérêt et le jour venu de conflit d'intérêt. Il faut bien comprendre ça, c'est que dans ce secteur comme dans d'autres, j'évoquais tout à l'heure l'agroalimentaire, les cigarettiers, les pesticides, les constructeurs automobiles, etc. C'est ça l'idée. Et dans le cas ce qui est un peu fou, c'est que dans le cas des industriels pharmaceutiques, ils ont quand même un espèce de boulevard. Moi, j'ai découvert, parce qu'encore une fois, c'était pas mon domaine d'expertise. Donc, je tente, en travaillant comme un fou là, depuis 2 mois, de me mettre au niveau. J'ai découvert, par exemple, que les industriels et derrière les enseignes, laboratoires pharmaceutiques, contrôlaient la formation continue des médecins. C'est un truc incroyable quand même. Imaginez l'équivalent, ce sont les fabricants d'armes qui contrôlent la formation continue des policiers. Ce serait intéressant de ce qu'on peut. Bon, pour prendre un exemple, ou encore ce sont les fabricants de matériel pédagogique numérique qui contrôlent la formation des enseignants. Enfin bref, on peut aller loin comme ça en voyant tout de suite à l'évidence l'intérêt qu'il y a. Bon. Alors, on fait comme ça une série de découvertes. On commence, c'est ce qui est mon cas, je fais beaucoup ça là depuis quelques semaines, on commence à interviewer tout un tas de médecins, etc., à se faire raconter ça de l'intérieur, évidemment par des médecins qui désapprouvent ça, qui sont malheureux de ça. Et c'est le cas de Raoult, mais de beaucoup d'autres. Avec, je dirais d'ailleurs, c'est ce que j'observe, et je le dirais, je suis en train d'écrire évidemment un bouquin maintenant là-dessus, tellement c'est devenu une grosse affaire. J'observe un clivage générationnel. Les gens qui me parlent le plus facilement pour m'aider à objectiver ces stratégies d'influence, de trafic d'influence des laboratoires, sont pour la plupart des médecins d'un certain âge, qui ont connu une époque où ce n'était pas le cas, qui ont vu arriver au fond cette offensive des industriels de la pharmacie, qui ont vu l'argent prendre le pouvoir, au fond, jusqu'au cœur de la production scientifique, c'est-à-dire jusqu'à contrôler les publications scientifiques et à tenter de contrôler même les processus de validation de la publication jusque dans les revues les plus prestigieuses. Et on a sous le nez, là, en l'espace de 1 mois, deux publications dans les plus grandes revues médicales du monde, une revue américaine qui est le New England Journal of Medicine et une revue anglaise qui est le Lancet. Et on a affaire, dans les 2 cas, à des articles qui sont des formes d'escroquerie intellectuelle, qui sont passés pourtant, qui sont des articles fabriqués par les labos, c'est-à-dire qu'ils sont signés par des médecins, mais derrière tout le processus de fabrication et tout le financement, en fait, voilà. C'est le cas tout à fait de l'étude du Lancet qui, lors du week-end de l'Ascension, là, il y a quelques jours, en l'espace de 3 jours, a inondé véritablement l'espace politico-médiatique français, avec un mot d'ordre qui est, c'était le titre de l'article du Point, je crois, fan party pour l'hydroxychloroquine. Donc l'idée, c'est cette étude va tuer Raoult. C'était ça l'idée au fond. C'est ça réellement, dans toute la simplicité, la bêtise, la naïveté du truc. Bon, voilà. C'est tout à fait frappant, voilà. Et le nombre de personnes qui, je dirais, soit de manière malhonnête parce qu'elles ne veulent pas se dédire, parce que tout ce qu'on a dit déjà tout à l'heure sur les vraies raisons du rejet de Raoult, soit par naïveté, au fond, c'est le Lancet, comme si la science nous tombait dessus, comme la parole divine. C'est ce que je dis dans le dernier article que j'ai sorti dans Mediapart, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui regardent la science comme autrefois, au fond, on regardait la religion, une espèce de truc absolu, parfait, c'est l'autorité d'eux, une fois que c'est fini, c'est définitif, tous ces mots qui sont ascientifiques au possible. La science, c'est le doute. La science, c'est de savoir que dans la vie, il n'y a rien de blanc ou noir, il y a surtout des choses grises, il n'y a rien de définitif, on n'a jamais fini d'apprendre, etc., de découvrir. Bon, voilà. La seule vraie posture scientifique, c'est le doute, en fait. Certainement pas la certitude, certainement pas, c'est l'antithèse, en réalité. Bon. Voilà, bon, mais je digresse et vous me laissez digresser, mais gentiment. Mais le fond de l'affaire, effectivement, c'est cette affaire économique. Et je termine parce que c'est pour ça que j'arrive au Lancet. L'article du Lancet, il est impossible à comprendre dans sa construction même, si on rentre dedans, c'est ce que je fais dans le dernier article. Il est impossible à comprendre si on ne sait pas que derrière les 4 personnes qui prétendent avoir analysé 96 000 dossiers dans 6 continents et 671 hôpitaux, s'il n'y a pas en fait une armée de petites mains fournies par les laboratoires qui vont même, il y a eu plein de scandales retentissants depuis 20 ans
dans les publications médicales qui vont même jusqu'à écrire l'article que les gens viennent signer à la fin, quoi, en changeant 3 mots. Enfin voilà, ce qu'on appelle le ghostwriting. Enfin, tout ça est en fait très connu, hein, si on veut bien chercher à se documenter un peu en histoire des sciences et en sociologie des sciences. Je lisais dernièrement que Christophe Junot, qui est un des experts du fameux CARE, le comité qui est chargé d'éclairer les décisions du gouvernement, a déclaré à Mediapart, alors je cite, « Lorsqu'on est expert, on a forcément des conflits d'intérêts ». Ça vous inspire quoi? Il y a un médecin que j'ai interviewé, je ne donne pas encore les noms, mais ce sera dans le futur bouquin, un très grand médecin qui a joué un rôle important jusque dans des instances nationales de décision importantes, qui me disait, dans le monde des labos, il y a une des blagues favorites de certains représentants des labos, c'est ceux qui n'ont pas de conflit d'intérêt sont sans intérêt. C'est une blague chez eux. Vous voyez, mais l'humour est souvent un révélateur, évidemment, hein, des représentations professionnelles ou des bons. Bon, c'est une mauvaise, évidemment, une mauvaise plaisanterie. Vous faites bien de me relancer là-dessus parce que je suis parti sur les publications après et j'ai oublié l'idée essentielle que je voulais dire, c'est-à-dire que pourquoi spécialement Gilead en France? C'est là-dessus que vous m'interrogez tout à l'heure. Et pourquoi spécialement Gilead et pas d'autres labos en France spécialement, et donc la crispation avec Raoult? Ben, c'est parce que par ailleurs, comment dire, un laboratoire, un industriel, peut pas évidemment corrompre dans un pays toutes les agences de santé publique. C'est trop gros, c'est trop divers, ça représente trop de personnes, ça rencontrerait des résistances quand même chez un certain nombre de gens qui ont une certaine éthique chevillée au corps, évidemment. Donc, ils ne peuvent pas faire ça. Par ailleurs, dans des systèmes technocratiques, très bureaucratiques comme la France, il n'y en a pas qu'une en plus. Des agences sanitaires, c'est même une myriade de directions, de hauts conseils, d'autorités indépendantes, d'établissements publics. Il y en a toute une série. Donc, voilà, c'est juste pas possible. Par contre, ce qui s'est passé, et encore une fois, je ne prête pas d'intentionnalité à qui que ce soit. Hein. C'est ça la différence entre l'analyse, hein, avec le doute méthodique, et puis par ailleurs le complotisme, qui lui prête des intentions, fait des procès d'intention, à tout va. Moi, je ne prends aucune intention, mais j'observe. J'observe qu'est-ce qui s'est passé? En gros, le pouvoir politique en France a pas compris ou dénié jusque très tard l'importance de la crise. Président de la République qui s'en va au théâtre, machin, alors que déjà des pays entiers sont confinés. Bon, voilà. On a dénié. Bon. Et quand tout d'un coup, on se réveille, c'est la panique. Voilà. C'est la panique, on se rend compte qu'on est en retard, on se rend compte qu'il y a le feu, et tout d'un coup, on va voir son réservoir d'eau, et on se rend compte qu'on n'a quasiment pas d'eau dans le réservoir. Donc, on comprend qu'il y a le feu, et on comprend qu'on est tout nu. C'est ça, la vérité. J'en suis persuadé qu'il s'est passé. Alors, petit à petit, on va essayer de le cacher et on va plus ou moins découvrir. On n'a pas de test, on n'a pas de masque, on n'a pas de protection, on n'a pas de gel, on n'a pas de machin, on n'a rien, même pas pour les soignants des hôpitaux. Ben, la réalité, c'est ça. La réalité, c'est ça. Donc, face à la panique, il faut pouvoir agir très vite, ça se comprend. Et donc, quelque part entre l'Élysée et le Premier ministre, j'y étais pas, je sais pas qui a dit quoi à qui, machin, mais enfin, on sait que c'est un jeu qui se joue entre quelques personnes. Il y a une députée, ex-députée de la République En Marche, célèbre, qui l'a dit dans une vidéo il y a pas longtemps. Hein. Elle a dit en gros, il y a 4 personnes qui décident à peu près tout. Hein. Le président, le secrétaire général de l'Élysée, le Premier ministre et son directeur de cabinet. Bon. Et bien sûr, on comprend bien que. Bon. Alors, qu'est-ce qu'ils se sont dit? On va pas faire réunir dans un amphithéâtre la totalité des membres du Haut Conseil de la santé publique, de la Haute Autorité de Santé, de l'Agence nationale du médicament, plus évidemment toutes les directions générales au ministère de la Santé, machin. Sinon, évidemment, on pourra faire 3 jours de réunion, on n'aura rien décidé. Donc, il y a urgence absolue, on ne fait pas ça, on va se créer un tout petit comité sous la main, la pièce d'à côté, on discute direct, on prend avec des gens compétents et voilà. Alors, il y en a eu 2 en fait. Hein. Il y a eu le premier, le fameux conseil scientifique du Covid. Puis, il y a eu celui dont le sigle, ça fait CARE, c'est le jeu de mots, j'oublie le détail, le comité pour blablabla et blablabla, ça fait CARE. Bon, ok. À chaque fois, c'est entre 10 et 12 personnes. Donc, ça, on comprend bien, hein, c'est plus la grande assemblée, machin, c'est 10-12 personnes en petit comité qui vont réunir. Alors, ce qui est frappant,
ce qui est frappant, et c'est là où malheureusement on commence à rentrer on commence à s'approcher en tout cas de cette fameuse délinquance en col blanc que moi je connais bien. Ce qui est frappant, c'est de voir comment se sont créés ces comités. Il fallait aller très vite, on a cherché 2-3 personnes, une, voire deux maximum en fait, personnes ressources, qui ont fait quoi? Qui ont mis leurs copains, qui se sont cooptés entre elles en fait. On ne s'est pas dit il faut être représentatif, aller chercher le meilleur de ceci, le meilleur de cela, machin. Non, il faut aller vite et bidule, machin, des gens de confiance qui vont bien fonctionner ensemble, qui vont pouvoir parler d'une seule voix. On va mettre nos potes. Voilà. C'est ça la réalité, hein, là aussi. Bon, vous avez compris que je dis les choses comme je les pense. Hein, voilà. Mais j'attends qu'on vienne me dire que je dis des bêtises, et qu'on vienne me le prouver. Donc, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le président du comité scientifique, M. Delfrécy, Monsieur Yaspanaman, donc on connaît bien parce que il a été très médiatisé à propos de l'essai Discovery, etc. Et par ailleurs, 8 des 11 membres de ce conseil sont tous impliqués dans un très gros projet au sein de l'INSERM, le Grand Institut de la Recherche Médicale en France, hein, un projet qui s'appelle Reacting. Hein, voilà, c'est de la cooptation. C'est de la cooptation. Bon. Et à ça, il y a dans ce conseil scientifique, on rajoute 2 personnalités, je ne vais pas donner de nom, dont une qui a elle aussi des liens d'intérêt très très forts avec Gilead, comme par hasard là aussi. Finalement, il y a un seul type bizarre qui dénote dans les 11, c'est le brave docteur Raoult. Bon, qui dénote complètement. Pourquoi? Parce que lui n'a aucun de lien d'intérêt. Et il le dit, et il le clame, et il s'en revendique, et il se bat contre ça. Il n'a aucun lien d'intérêt. Il n'est pas dans ces projets-là. Il est en conflit personnel, parce que par ailleurs, c'est évidemment tout sauf une personnalité conciliante et sympathique, Didier Raoult. C'est quelqu'un qui est persuadé qu'il est le meilleur du monde et qui passe son temps à le faire savoir aux autres, en les traitant tous de crétins. Et oui, là aussi, disons les choses comme elles sont, c'est comme ça que c'est dit. Vous êtes des crétins, bon. Donc, et non, ça n'aide pas beaucoup à établir des liens sympathiques, d'amitié cordiaux ou durables. Bon, voilà. Donc, il est en conflit depuis des années, notamment avec les gens de l'INSERM, mais également pour des histoires d'argent, parce que lorsqu'ont été créés les IHU en France, les instituts hospitalo-universitaires, comme il en dirige un à Marseille, qui est l'IHU spécialisé sur les maladies infectieuses en France. Bon. Lorsqu'ont été créés ces IHU, c'était sous Nicolas Sarkozy. Donc, à l'époque où, par ailleurs, on faisait la révision générale des politiques publiques, l'idée n'était certainement pas d'augmenter les budgets publics, c'était évidemment plutôt de les diminuer. Donc, si on mettait de l'argent dans, c'était l'idée des projets d'excellence, etc., qui n'est pas en soi de mauvaise idée, mais évidemment, pour les financer, on prenait de l'argent dans d'autres secteurs qui existaient déjà, hein, on ne mettait pas de l'argent nouveau. Et notamment, on le piquait à l'INSERM, notamment l'argent, puisqu'on était sur des lieux qui allaient faire à la fois du soin et de la recherche médicale. Bon. Donc, il y a des conflits très anciens, notamment entre Didier Raoult et plusieurs hauts grands pontes de la médecine parisienne ou des autorités médicales parisiennes. L'ancien directeur de l'INSERM, M. Lévy, par ailleurs, également, et qui, comme fait exprès, n'est autre que le mari de l'ancienne ministre de la Santé, Mme Buzyn, celle qui démissionne au moment où le bateau prend feu. Hein, voilà. Donc, bon, c'est pas la peine de rentrer vraiment plus avant dans les questions de personnes, mais c'est ce genre de choses, évidemment, qui est tout à fait essentiel à comprendre, parce que c'est ça qui lorsqu'on se retrouve, non pas dans des grandes assemblées, des grands processus très longs de délibération bureaucratique, lorsqu'on se retrouve à 10 autour d'une table, les choses vont beaucoup plus vite, les questions de personnes sont beaucoup plus fondamentales, et lorsque il y a une opération industrielle qui se prépare derrière, évidemment, ça peut potentiellement prendre beaucoup plus d'importance, parce que là, il ne s'agit plus d'essayer de faire de l'influence auprès d'immenses agences et de grands processus bureaucratiques. On a affaire à quelques personnes. Voilà. Et force est de constater que la plupart donc, des membres de ce conseil ont des liens d'intérêt avec le laboratoire Gilead. Voilà. Et on ne peut pas ne pas se poser de la question. C'est évidemment très grave lorsque se retrouve au cœur du tout petit groupe de personnes qui doit décider des stratégies médicales des gens qui sont en situation de conflit d'intérêts. Il y a même certains membres qui ont cumulé les deux conseils scientifiques, le conseil scientifique et le CARE, et qui sont
comme un fait exprès, les plus impliqués avec Gilead et ce fameux Remdesivir. Donc ça, on ne peut pas ne pas poser ces questions-là et on ne peut pas ne pas penser que c'est venant de cet endroit-là, c'est aussi une des raisons du rejet et du soutien qu'on va apporter à toutes les formes de rejet de Raoult qui symbolisent au fond l'opposition à tout ce système quelque part. Et je précise bien pour les gens qui nous écoutent, tout ceci ne présumant en rien de l'intérêt proprement thérapeutique de ce que dit Raoult. On n'en est pas là. J'ai des choses éventuellement à dire là-dessus sur ce que disent en l'état actuel la recherche. Mais tout ceci ne présume rien. Donc mon but n'est pas de dire c'est bon, c'est pas bon, Raoult c'est bien, c'est pas bien, je ne sais quoi. Mon but est de comprendre ce qui se passe et de comprendre d'où vient la mauvaise foi ou la naïveté de la plupart des gens qui, en gros, tapent sur la tête de Raoult depuis le début. On a trouvé assez peu d'articles dans la presse. J'ai trouvé assez peu d'articles dans la presse qui semblent faits par des gens un tant soit peu objectifs et ayant fait un vrai travail de journalisme. J'en ai trouvé un. Alors, il se trouve que c'est un de nos voisins. Donc, Olivier Joton-Rollo travaille pour Le Média et il a fait une série d'articles, la chloroquine, la molécule qui m'a rendu fou. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire cette série d'articles. Et j'ai trouvé que c'était franchement une des... Alors, à la fois, il a su mettre en scène avec différents épisodes l'enquête. Et j'ai trouvé que c'était un travail plutôt bien fait, dans lequel, il pose des questions objectives, aussi du fait que du côté du docteur Raoult, il n'y a peut-être pas d'intérêt avec Gilead, mais que la proximité avec Biomérieux d'un côté, avec Sanofi de l'autre, existe aussi, qu'il y a des liens en tout cas, pas forcément des conflits d'intérêts majeurs, mais des liens. Donc, oui, ce pas des conflits d'intérêts. Puisqu'on parle de Raoult sur le plan plus général, on a également eu cette enquête, pour moi plutôt de bonne qualité, par ce journaliste allemand, ce blogueur allemand scientifique, qui s'appelle Leonid Schneider. Donc, c'est dans le cadre de son blog For Better Science, qui a aussi, je dirais, fait un travail qui, par moments, semble critiquable, mais qui semble quand même pas imprégné par cette notion de conflit d'intérêts. Qu'est-ce que vous, avec le recul, vous pensez objectivement, vous pensez de la situation sur la pertinence souvent du traitement. J'ai entendu encore ce matin la dernière vidéo du professeur Raoult, et c'est vrai que habitant Marseille, je pense qu'il y aurait eu des défilés de croque-morts, je m'en serais rendu compte. J'habite à 1 kilomètre de la Timone, donc je m'en serais rendu compte. Bon, ça ne s'est pas passé comme ça. Visiblement, le taux de mortalité est vraiment très très faible. Mais c'est le cas. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut penser vraiment, pour le coup, du traitement du professeur Raoult et de la chloroquine en l'état actuel des choses dont vous disposez? D'accord. Juste avant d'y répondre, puisque vous avez dit un mot des journalistes, et que je les critique énormément dans cette affaire, je m'empresse de dire qu'il y en a encore un autre quand même qui a fait le boulot de faire de l'enquête, tout simplement. C'est un journaliste qui écrit sur le site internet de Marianne, qui s'appelle Étienne Campion, qui a fait une série d'articles où il bosse, quoi. Il fait le boulot, il documente les choses, il va sortir les liens d'intérêt, et il les regarde pas que sur à un endroit parce que ça conforterait son préjugé, son opinion préétablie. Il le fait de manière systématique. Quand il interviewe une personne, il va aussi interviewer son détracteur. Enfin voilà. Alors que les autres, c'est-à-dire 99% en gros des journalistes, ne font que travailler à charge. Voilà. Ils ont d'abord une opinion et ils prennent tout ce qui conforte leur opinion. C'est saisissant. C'est juste saisissant. C'est-à-dire que je l'ai montré dans plusieurs articles, en prenant un article en particulier, en le décortiquant, etc. C'est saisissant de voir comment certaines des règles les plus élémentaires du journalisme sont bafouées par les journalistes. C'est absolument saisissant. Et je dirais partout. Et pour le coup, sans rapport avec en plus les tendances politiques plus ou moins. Voilà, c'est un fonctionnement global. Donc, Étienne Campion sur Marianne, c'est en ligne sur Internet. Il faut regarder ça, c'est bien aussi. L'état des études.
J'ai consacré, avec 3 médecins, un article fin avril à faire un premier bilan. Ça doit s'appeler quelque chose comme, je ne sais plus, enfin, le traitement médical du Covid, bilan provisoire des études, quelque chose comme ça. Et évidemment, on en fera un autre bientôt. Ça prend énormément de temps parce que, surtout depuis qu'évidemment, on sont mis en ligne de manière systématique ce qu'on appelle les préprints, c'est-à-dire les articles qui sont soumis à des revues mais qui ne sont pas encore validés et encore moins publiés. Mais dès le stade de la soumission, on les met en ligne, ce qui est là aussi très spécifique. Nous, par exemple, dans ma discipline, en sociologie, ça ne se fait pas du tout, ça. Voilà. Et donc, depuis qu'on met en plus ça en ligne, du coup, on est inondé par les études. Et évidemment, il y a un tri qui va se faire après. Et il y en a certains qui disparaîtront dans les poubelles et n'en sortiront plus jamais. Donc, c'est compliqué. Alors, il faut se donner des règles, etc. Alors, ce qu'on avait montré déjà, nous, le 28 avril, et malheureusement, on n'en est pas beaucoup plus loin aujourd'hui. Malheureusement. C'est que, pour bien comprendre, pour rentrer un peu dans cette littérature, il faut d'abord être un peu au clair avec la querelle des méthodes. Voilà. Quand on regarde le débat public, quand on veut tuer Raoult, après avoir parlé de ses opinions politiques suspectes, je ne sais quoi, enfin, de sa personne, après ça, on parle de sa méthode. En disant, et c'est facile, puisque encore une fois, il donne tous les arguments, si on veut aller dans un sens, puisqu'il a dit en long et en large, il a publié dans la presse, il a dit dans des livres, tout le mal qu'il pensait de ce qu'on appelle aujourd'hui l'evidence-based medicine. En français, mais c'est un piège de l'expression, ça veut dire médecine basée sur des faits. Evidence, c'est fait en anglais. Ce qui donne l'idée que ce serait la chose empirique, scientifique, par opposition à, je ne sais quoi, un truc de l'ordre de la croyance, de l'absence de preuves, etc. Non, pas du tout. Il existe plusieurs façons d'administrer la preuve, en réalité. Ce qui se passe, c'est que au cours des 25 derniers, c'est ce que disent tous les médecins un peu âgés, donc que j'ai dans mon panel d'entretien, mais que ne disent pas les jeunes, parce qu'ils n'ont pas connu une autre époque, en fait, tout simplement. Ce que disent tous ces médecins, c'est que effectivement, au cours des 20-25 dernières années, c'est imposé un modèle assez uniforme, consistant à dire, parce que c'est le modèle des laboratoires, un modèle simple, on teste un médicament, voire on teste une molécule précisément, et on cherche à savoir, ça marche, oui, non, à 2,3, 2,74, 3,25%. Voilà. C'est l'idée. Donc, on fait un test simple à partir de questions simples, et on applique dessus des modèles mathématiques avec des méthodes dont la conception et la précision sont censées être l'alpha et l'oméga de l'administration de la preuve, pour parler en bon langage épistémologique. Alors, parmi ces méthodes, il y a l'idée qu'il faut faire ce qu'on appelle donc de la randomisation, le mot qui a envahi le débat public, randomisation, ça vient de random, le hasard. Ça consiste, quand vous allez constituer des cohortes ou des groupes et que vous allez les comparer, ça consiste à tirer au sort les personnes que vous allez mettre dans ces groupes-là. Ensuite, ça suppose évidemment à comparer, mais ça, c'est pas nouveau, tout le monde le fait plus ou moins. Mais comparer avec quoi? C'est une deuxième sous-question. Raoult dit, par exemple, moi, je refuse de faire des études, des comparaisons de groupes ou de cohortes avec un des groupes ou une des cohortes qui est mis sous placebo. Or, dans l'idéal mathématique, c'est l'idéal, c'est-à-dire de comparer un traitement quelconque avec une absence totale de traitement. Voilà. Lui, Raoult, il a une position, mais il a un argument, on peut y adhérer ou pas, mais on ne peut pas l'écarter d'un revers de la main. Son argument, il est éthique. Il dit, je ne peux pas, alors a fortiori, si on est en train de parler d'une maladie potentiellement mortelle, il dit, je ne vais pas prendre mes malades et constituer une cohorte avec des gens que je ne vais pas soigner. Il dit, moi, c'est juste pas possible d'un point de vue d'éthique médicale. Voilà. Lui en faire le reproche en disant, c'est bien la preuve que votre truc n'est pas scientifique, c'est malhonnête, évidemment. C'est malhonnête. Voilà. Donc en fait, par ailleurs, lorsqu'on lit les travaux de sociologie des sciences, il y a des revues entières sur la sociologie des sciences, sur l'éthique médicale, il y a des revues entières aux États-Unis. Et il y a aussi des travaux qui ont été faits, ce qu'on appelle des méta-analyses, qui compilent sur des années et qui ont comparé depuis longtemps. Quand on veut tester, par exemple, un médicament sur une maladie, est-ce que ces modèles mathématiques qui se sont imposés, au final, sont beaucoup plus performants en termes de démonstration que ne le sont des méthodes d'observation de cohortes
plus traditionnelle, ou comme ça se faisait par avant. Bon. Il faut lire le résultat de ces études qui montrent que la randomisation n'est en aucun cas l'alpha et l'oméga et n'a pas permis de faire un saut qualitatif, un bond, si vous voulez, dans l'amélioration de l'administration de la preuve. Voilà. On n'a pas une meilleure vérité parce qu'il y aurait un modèle mathématique unique. Voilà. Or, aujourd'hui, il y a un certain nombre de gens, mais qui, je le répète, sont dans 90% des cas des gens qui répètent ce qu'ils ont lu, mais qui n'ont pas de pratique. Pas de pratique, qui répètent simplement ce qu'ils ont lu dans un manuel en disant ben voilà, la science c'est ça, la mathématique c'est ça, il faut faire ça, et moi je défends ça, et si vous n'êtes pas ça, vous êtes un charlatan. Enfin, incroyable quand même de dire ça à des gens comme Raoult ou d'autres d'ailleurs, bon, ou moi, ou que sais-je. Bon. Et voilà, alors que non, alors qu'en fait il y a un vrai débat, et il y a plusieurs types de méthodologies qui peuvent être parfaitement acceptables si on en connaît simplement les intérêts et les limites. Mais c'est vrai de manière générale. Voilà. Il n'existe nulle part dans le monde, et moi c'est ce que je dis à mes cours, à mes étudiants de première année, je commence par leur dire ça. Les chiffres ne parlent pas d'eux-mêmes, et il n'existe nulle part aucune méthode qui, à elle seule, vous livre la vérité de quoi que ce soit. C'est le b.a.-ba de l'épistémologie, en réalité. Il faut toujours plusieurs méthodes, croiser les choses. En sciences sociales, d'ailleurs, je rajoute qu'il faut du quantitatif et du qualitatif. Et c'est en croisant tout ça qu'on arrive à approcher petit à petit la vérité, comme disait Bachelard. À titre personnel, justement, vous-même, après les éléments que vous avez compilés, quel est votre point de vue, finalement, sur le traitement, sur le protocole Raoult? Alors, c'est une autre façon de me rappeler la question à laquelle je n'ai toujours pas répondu. Mais il fallait bien que je fasse ce petit détour par la méthode, tellement le débat sur la méthode a accaparé aussi beaucoup les choses. Alors au final, qu'est-ce qu'on a? On a du côté qui se veut le modèle mathématique, randomisé, groupe de contrôle, double aveugle, placebo, la totale. Il n'existe actuellement aucune, je dis bien aucune étude qui évalue le protocole Raoult. Soit parce qu'il manque un des éléments de ce fameux kit, du kit mathématique parfait, c'est pas randomisé, ou il n'y a pas de placebo, ou il n'y a pas de… Bref, il manque, on n'a pas le kit. Pareil. Soit, ce qui est beaucoup plus fréquent, parce que les sujets de l'étude, parce que c'est comme ça qu'ils sont pensés, on étudie des croix dans un fichier, hein, évidemment. Soit parce que les sujets de l'étude, en fait, ce sont des patients hospitalisés, c'est-à-dire donc déjà en état grave. C'est-à-dire qu'à la base même, on fait des études qui n'ont pas de sens. C'est comme si je vous disais, je ne sais pas, je veux étudier les vertus de la carotte crue en la coupant de différentes façons, et que vous faisiez une étude avec des carottes bouillies. C'est plus la même chose. Vous n'allez pas commencer à étudier les capacités en termes de vitamines, du machin, et la digestion d'un truc cuit au cru. Voilà, c'est ridicule. Voilà. Donc, il faut comprendre ça. C'est quand même incroyable. Et c'est ce qui s'est passé encore avec l'étude du Lancet. Or, pendant 3 jours, le fameux week-end de l'Ascension, là, entre le 22 et le 24 mai, la totalité de nos braves élites intellectuelles, médiatiques et politiques parisiennes, quasiment, nous ont dit, bah voilà, fin de partie, on a tué Raoult, machin bidule, avec une étude qui prend des patients à l'hôpital en état grave. Or, encore une fois, le bon vieux docteur Raoult, avec ses bons vieux remèdes des années 50, blabla, ça consiste à éviter que les gens aillent à l'hôpital. On n'arrive pas à sortir de cette évidence, pour le coup, c'en est une, hein, de cette évidence. Bon. Alors, ça, c'est le premier problème, vraiment, vraiment énorme. En sens inverse, est-ce que, et qu'est-ce qu'on peut dire des études, cette fois, du côté qui cherche plutôt à appliquer, au contraire, la méthode Raoult, donc à intervenir très vite. Donc déjà, évidemment, il y en a beaucoup moins, parce que le public de base, ce ne sont pas des gens hospitalisés, hein, il y en a beaucoup moins. On a quoi? Alors, on en a quelques-unes. On a la plus grosse, de très loin, évidemment, c'est l'étude de l'IHU de Marseille. L'IHU de Marseille, ils ont dans leur suivi, on va arrondir pour donner un chiffre rond facile, 4000 patients suivis, traités, monitorés avec un anglicisme, dont on a contrôlé
à plusieurs moments. Ils ont tout un protocole très complexe de prise en charge, dont on a contrôlé tous les éléments en termes de santé cardiaque, dont on contrôle évidemment les charges virales, dont on fait des prises de sang, des électroencéphalogrames. Bref, il faut voir, je raconte ça dans un des articles, il faut voir la complexité du protocole dès lors qu'on a dépisté. C'est évidemment la première force de l'IHU de Marseille, c'est qu'on commence par dépister, accessoirement, là où tout le monde partout dit on n'a pas de test, mon Dieu, quelle horreur, au secours. Là, on commence par dépister, ce qui change tout, évidemment. Parce que si on avait eu des tests partout en France, par ailleurs, il faut dire aux gens qu'il n'y aurait jamais eu de confinement général. Ce truc qui, soi-disant, a sauvé des centaines de milliers de gens, ce qui est là aussi une blague d'État assez incroyable. C'est-à-dire que personne ne cherche jamais à évaluer inversement, ce que le confinement a tué et continuera. Bon, bref. Mais je dépiste. Dès que je vois que les gens sont infectés, je les isole. J'ai un hôpital qui a été conçu pour ça, pour isoler les patients qui sont atteints de maladies infectieuses fortement contagieuses. Je les isole. Je les traite avec ce que j'ai. J'observe le déroulement, l'impact, je le mesure. Si jamais j'ai des personnes qui ont des fragilités au regard des effets secondaires bien connus du médicament, je revois à la baisse mon dosage du médicament, voire même je l'arrête. Mais tout ça est une évidence. On fait comme si, parce que c'est encore un autre argument sur lequel j'ai écrit un article entier, c'est l'hydroxychloroquine, c'est un médicament qui a des effets secondaires terribles, et en particulier des effets cardiaques. Vous allez faire des crises cardiaques si vous le prenez. C'est une blague, ça aussi. C'est une blague. Parce que les gens ignorent ou font semblant d'ignorer que n'importe quel surdosage de médicaments est évidemment dangereux. Il faut rappeler que chaque année, il y a des centaines de personnes qui meurent parce qu'elles ont avalé toute la boîte de Doliprane au lieu d'en prendre juste un toutes les 3 ou 4 heures. Vous voyez, bon, voilà, par définition. Donc oui, l'hydroxychloroquine, c'est sûr, si vous donnez 1500 grammes au lieu des 600, oui, ça c'est sûr. Et a fortiori, si vous le donnez à quelqu'un qui a des fragilités cardiaques et qui par ailleurs est en surcharge de ceci ou cela, c'est sûr, quoi. Voilà, mais c'est sûr, et tout le monde le sait. Donc, faire semblant de le découvrir en disant « Mon Dieu, alerte », bon voilà. Les preuves. Vous comme moi, on a pris ce type de médicaments en allant dans des zones impaludées. Bon, a priori, on a survécu tous les deux, mais on n'est pas les seuls. C'est un médicament qui est quand même… On est des milliards, des milliards en fait, on est des depuis milliards. 1955. Et brusquement, on a un médicament qui devient extrêmement dangereux, qui devient mortel, qui devient interdit en médecine de ville. Bon, enfin bref, je vous laisse continuer sur la question de votre opinion sur le traitement du professeur Raoult. Et je vous dis, la plus grosse cohorte d'observation de malades, c'est évidemment celle, la plus grosse du monde, c'est celle de l'IHU, puisque depuis le début, ils ont pris, à tort ou à raison, ils ont pris une option et ils l'ont suivie. Et encore une fois, on peut s'interroger. On peut s'interroger sur, in fine, l'efficacité de tout ça, mais par contre, on ne peut pas mettre en cause le sérieux, la méthode avec laquelle c'est fait, c'est suivi. C'est tout à fait clair et même assez impressionnant. D'ailleurs, il faut arrêter de dire Raoult. Enfin, c'est un institut hospitalo-universitaire qui emploie plus de 750 personnes. C'est des équipes entières, c'est un secteur, un département de cardiologie, un département d'infectiologie, un département d'épidémiologie, un département de pharmacologie. Enfin, c'est une série de spécialistes, de docteurs, de professeurs à la faculté de médecine de Marseille. Enfin bref, c'est pas Raoult, c'est toute une équipe évidemment. Donc là, on a la plus grosse cohorte et Raoult dit voilà, moi je prends tant de personnes. Au final, j'ai un taux de mortalité qui est de 0,5%. Qu'on peut ensuite comparer avec les données. Alors, avec un souci sur lequel on va venir, mais avec les données qui sont les données de santé publique France, les données nationales officielles du gouvernement, qui donnent deux choses. Santé publique donne des statistiques par département, par région, mais par département, ce qui est plus intéressant, où on peut mettre en évidence la sous-mortalité du département des Bouches-du-Rhône par rapport à d'autres départements aussi denses et urbanisés. C'est intéressant de comparer. Alors, évidemment, on ne va pas comparer Paris ou les Bouches-du-Rhône avec le Cantal et la Creuse. Mais par contre, on peut comparer le Rhône, le département dont Lyon est la capitale, avec les Bouches-du-Rhône, dont Marseille est la capitale. Ça, c'est intéressant. Voilà. On aurait bien voulu
avoir une série longue et faire la même chose sur la ville, descendre à l'échelle des villes, la ville de Marseille. Et là, pas de bol quand même, hein, l'INSEE nous dit, puisque c'est lui qui prend au niveau municipal, qui a les remontées des municipalités, l'INSEE nous dit, ah bah la ville de Marseille a subi une attaque informatique, elle a été hackée, hein, enfin son système informatique a été hacké, et on a un trou énorme, on n'a pas les données complètes, on n'a pas machin. À l'heure où nous nous parlons, je n'ai pas le fin mot de cette histoire, mais je me promets de chercher aussi à savoir un peu plus ce qui s'est exactement passé. Mais bon, voilà, malheureusement, c'est une des choses qu'on est actuelle, on ne peut pas vérifier. Mais ce qui est sûr, c'est que rien qu'en regardant la statistique départementale, et on n'est pas les seuls à le faire, il y a également 2 politistes qui l'ont fait dans la revue politique et parlementaire récemment, avec la même démarche, en allant même plus loin que nous encore dans l'analyse statistique, et qui arrivent au même résultat. Qu'on le veuille ou non, le département des Bouches-du-Rhône a une mortalité inférieure par rapport à des départements comparables, encore une fois. Voilà. Et encore, on pourrait même entrer. Alors, les choses sont complexes, évidemment, parce qu'elles dépendent de beaucoup de variables. C'est la limite que je disais d'ailleurs tout à l'heure au modèle mathématique. Voilà, le modèle mathématique, c'est toujours pareil. On pense que la question, c'est oui ou non, blanc ou noir. Mais quelle question dans le monde peut être répondue juste par oui ou non, blanc ou noir? Enfin, c'est le simplisme érigé en méthode. C'est incroyable. Ça nous fait régresser intellectuellement. C'est comme cette mode du fact-checking chez les journalistes, hein, dont tout le monde se gargarise. On va tirer le vrai du faux. Enfin, c'est une blague pour masquer le fait qu'ils font plus d'enquête, en fait, hein, qu'il n'y a plus d'investigation quasiment nulle part. Et donc, c'est cette idée qu'on va cocher que tout devient un QCM, oui ou non, blanc ou noir, ou même on met des petites couleurs. C'est Facebook. Je like ou je like pas, quoi. Et c'est ça le niveau de notre. Enfin, moi, je trouve ça dramatique, absolument dramatique. La réalité est complexe, les choses sont multifactorielles, donc je ne vous dis pas, et personne d'ailleurs ne pourra jamais nous dire, il y a 3 fois, 4 fois, 5 fois et demi, 7 fois, 10, 12 fois machin, plus ou moins de mortalité grâce à telle chose précise. Non, c'est un ensemble évidemment de facteurs complexes. Mais ce qui est certain, c'est que dans cette analyse complexe qu'il faut essayer de tenir, la sous-mortalité à départements incomparables des Bouches-du-Rhône, c'est une donnée. Et on ne peut pas là non plus s'en débarrasser d'un revers de la main, sauf à être soit inculte, soit très hypocrite. La présentation des médicaments, le remdesivir et le lopinavir, a été faite, notamment dans le cadre de la fameuse étude Solidarity de l'OMS, et que Discovery, la fameuse étude européenne, qui est en fait une étude française pilotée par l'INSERM, dans laquelle je crois qu'il y a un patient luxembourgeois et encore. Donc ces 2 études sont finalement la réplication l'une de l'autre. Donc ça veut dire que quelque part, la stratégie de lobbying, elle s'est passée d'abord au niveau central, au niveau de l'OMS, en présentant systématiquement ce fameux lopinavir d'un côté, le remdesivir de l'autre. Donc est-ce que finalement, ce que l'on considère comme spécifique à la France n'est pas plutôt quelque chose de grande ampleur au niveau international? La réponse est oui, vous avez raison. Vous avez raison. C'est l'occasion d'élargir un petit peu le débat, et ça fera pas de mal, parce que par ailleurs, toute cette polémique est quand même gravement franco-française, totalement nombriliste, même à beaucoup d'égards. Pareil, pour vous donner qu'un seul indicateur de ça, dans le dernier article qu'on a fait pour analyser cet article du Lancet et tout le ramdam qu'il y a eu en France, on a analysé des dizaines et des dizaines d'articles de presse, puis par ailleurs après des dizaines et des dizaines d'articles sur les réseaux sociaux, de posts, tout ce qu'on veut. On en a trouvé un seul qui prend des distances et qui, en langage très clair, très posé, dit qu'il faut rester vachement prudent avec tout ça, et détaille en plus beaucoup plus que les autres l'article, la méthodologie, machin. Quand on a regardé qui c'était, il écrit d'abord c'est sur TV5 Monde, et c'est fait par un journaliste à qui on a dû donner ça parce que, j'en sais rien, moi c'était le week-end et qu'il y avait plus grand monde dans la rédaction, parce que d'habitude en fait il couvre l'actualité des pays africains ou du Proche-Orient. C'est très intéressant. La seule personne
qui est capable de prendre un peu de hauteur de vue, de mettre à distance tous les enjeux émotionnels franco-français et de lire un peu sérieusement un truc, ben c'est un gars qui travaille pas sur la France, quoi. Bon, j'ai trouvé ça assez révélateur et assez drôle. Je reviens au fond de votre question. Les liens d'intérêt dont on parlait tout à l'heure, qui sont jusque au cœur de ce tout petit groupe de personnes qui décident pour tout le monde autour de l'Élysée depuis le 11 mars dernier. Ce sont des liens d'intérêt qui passent par des personnes, évidemment, qui sont également, pour certaines d'entre elles, présentes dans des organismes supranationaux, et en particulier l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et quand on piste le médicament de Gilead, le Remdesivir, on s'aperçoit que dans le premier document officiel de l'OMS, qui date de la fin du mois de janvier, consacré au traitement médical du Covid, et où le directeur du projet Reacting, membre des 2 comités dont on parlait tout à l'heure, etc., de l'hôpital Bichat, dirigeant l'étude Discovery, etc., hein, qui a toutes les casquettes, etc., et est aussi expert, je crois, par ailleurs. Bref, il est écrit dans ce premier document de l'OMS que le seul médicament qui pourrait être utile, c'est le Remdesivir. C'est pour ça que, alors voilà, encore une fois, pas de procès d'intention, pas de complotisme, pas de causalité simple, les choses sont… Voilà. Par contre, des faits, des circuits, des curriculums, des documents, des chronologies qu'on ne peut pas contourner, qu'on ne peut pas nier. La question, et c'est ce que j'ai envie de dire en réponse à votre question, tout ce qu'on discute depuis tout à l'heure, dans le cas français, évidemment est mondial et doit se discuter en particulier au sein des organisations mondiales, et pas simplement dans chacun des pays. Et il y aurait un travail formidable, compliqué, mais formidable à faire sur l'Organisation mondiale de la santé en tant que telle. Alors, après toutes vos publications sur ces sujets, vous avez été attaqué en tant que personne, le fameux in situ personae. Il a même été écrit que vous rouliez pour Sanofi. On a l'impression qu'un chercheur en sociologie tel que vous n'a pas le droit d'écrire sur des questions de santé publique. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, j'ai effectivement, oui, vu passer des trucs complotistes. C'est tellement délirant que je ne sais même pas quoi dire. Je roule pour Sanofi. C'est d'un niveau de comique quand même qui est dingue. Vous avez raison. J'en ai vu d'autres, parce que par ailleurs, dans mon équipe, il y a une journaliste qui se cache derrière un pseudo parce qu'elle n'a pas envie de perdre certains jobs ni de mêler sa vie privée à ça. Alors, qu'est-ce que j'ai pas lu aussi là-dessus? Bon, voilà. Bon, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont que ça à faire. Hein. Voilà, c'est normal. En soi, c'est classique. D'ailleurs, c'est pas la première fois dans ma vie. Hein. Vous savez, c'est normal. À partir du moment où on s'expose dans le débat public, de toute façon, on attire vers soi le regard, on l'assume pour le meilleur comme pour le pire. Voilà. Donc le pire, bah, c'est ce genre de choses. Mais plus sur le fond, la question, c'est que on a l'impression que quelqu'un qui n'est pas spécialement du domaine n'a pas légitimité à s'exprimer sur un sujet tel que celui-là. Ouais. Alors ça, c'est une double bêtise. C'est une double bêtise. Et par ailleurs, une hypocrisie. Parce que par ailleurs, la plupart des gens qui disent ça s'empressent à longueur de temps d'écrire, de tweeter et de machin sur des trucs scientifiques. Et en disant que eux incarnent. C'est tout ça d'une hypocrisie sans nom, évidemment. Hein. C'est toi, tu n'as pas le droit, mais en même temps, je passe mon temps et puis ne fais pas ce que je dis. Et bon, enfin, c'est une blague. Hein. C'est une blague. Je voyais ça. Enfin, je suis pas sur Facebook parce que depuis toujours, j'ai refusé de mettre un quelconque contenu quand j'en avais pas la propriété. Et que par ailleurs, il y a beaucoup de choses qui me plaisent pas du tout dans les stratégies de cette entreprise. J'utilise Twitter juste pour diffuser et faire connaître un certain nombre de choses, comme un relais parmi d'autres quoi, d'infos. J'évite soigneusement de rentrer dans tout débat ou discussion parce que de même manière que les choses ne se règlent pas en like ou je like pas,
un débat intellectuel ne se fait pas non plus en 150 000 caractères. Enfin, c'est une blague. Donc voilà, je ne participe pas à ces blagues et à ces polémiques. Mais néanmoins, je vois passer évidemment un certain nombre de choses et je constate que voilà, plein de gens qui me tombent dessus en me disant vous n'êtes pas médecin, donc taisez-vous. Hein, après, si on est médecin, j'ai aussi des connaissances médecins qui eux se sont fait dire vous n'êtes pas virologue, donc taisez-vous. Enfin voilà. Mais 95% des gens qui nous disent ça, eux-mêmes ne le sont pas non plus. Donc la première règle, quand on veut en avoir une, c'est de se l'appliquer à soi-même. Donc déjà, taisez-vous en fait. Bon, avant de appliquez-vous à vous-même votre truc. Bon, donc ça fait rire. La deuxième chose qui est terrible, c'est que dans tout ce débat, il y a une espèce d'infantilisation générale. Nous sommes trop bêtes pour penser le confinement. Hein. Il faut d'ailleurs nous surveiller un maximum. On en reparlera peut-être un jour ensemble. Il faut nous fliquer, nous surveiller un maximum, nous envoyer des drones, etc. Parce que nous ne sommes pas capables non plus de comprendre les logiques sanitaires et médicales. Il faut réduire la prescription, la liberté de prescription des médecins généralistes de base. On en parlait au début de notre entretien, on n'a pas eu l'occasion d'y revenir, mais c'était une des autres choses qui m'a aussi marqué beaucoup. Hein. Il faut lire. Je lis évidemment depuis 2 mois la presse médicale, les blogs très intéressants, les blogs des médecins, les commentaires que les médecins mettent entre eux, discutent entre eux, etc. Il y a des collectifs de médecins, il y a des pétitions de médecins. C'est tout un monde hein, qui s'est senti totalement infantilisé par cette décision et plus globalement par les pouvoirs publics. Sur ce point, il y a juste un élément qui m'a troublé. Pour moi, la référence en matière de qualité scientifique dans le domaine des médicaments, c'est la revue Prescrire. Et justement, je l'ai trouvé particulièrement sévère dans ce cas précis. Je n'ai pas l'explication. S'ils m'accueillent, j'irai volontiers les interviewer. Mais oui, bien sûr, hein, comme je fais, voilà. Après, il y a beaucoup de gens qui refusent aussi, en fait. Hein. Bon, il faut voir que dans le débat actuellement, il y a beaucoup de gens aussi qui n'ont qu'une seule trouille, c'est de s'être trompé depuis le début, en fait. J'en connais un certain nombre, je ne donnerai pas de nom là non plus. Donc, ils passent leur temps à se cacher ou à remettre une couche ou à la fuite en avant. Bon, mais parce qu'au bout d'un moment, quand même, il y a des arguments, comme on l'a dit à plusieurs reprises dans l'entretien, quelle que soit la précision, l'issue, il y a quand même des choses qu'on ne peut pas écarter d'un revers de la main et que pourtant, un certain nombre de personnes se sont précipitées pour mettre sous le tapis, pour cacher sous le tapis. Bon, voilà. Donc la deuxième chose, le deuxième, je reviens à votre question, hein, qu'est-ce que je réponds aux gens qui me disent vous n'êtes pas médecin, taisez-vous, machin. Donc le premier truc, c'est je dis ceux-là même qui me disent ça ne le sont pas non plus. Donc c'est quoi cette blague quoi? Appliquez-vous votre propre principe et commencez par vous taire vous-même. Deuxième chose, c'est quoi cette infantilisation qui fait qu'on ne pourrait pas comprendre, on ne pourrait rien comprendre aux questions médicales si on n'est pas professeur de médecine? C'est une blague. C'est pas vrai. Voilà. Les gens ne sont pas des idiots, ni tous des complotistes ou je ne sais quoi. Hein. Il y a aussi des choses qui relèvent du bon sens. Voilà. C'est pas très sociologique comme expression, mais je la garde volontairement. Il y a des choses qui relèvent du bon sens. Voilà. Quand on dit aux gens, en cas d'épidémie, il faut essayer de dépister, il faut isoler les personnes qui sont infectées pour qu'elles n'infectent pas les autres. Il faut essayer de voir ce qu'on peut faire pour contenir tout de suite les virus qui attaquent leur corps. J'ai pas besoin d'avoir un doctorat de médecine pour comprendre que c'est effectivement la bonne posture. Et d'ailleurs, comme accessoirement, j'ai une bonne bibliothèque et que je lis beaucoup, et qu'on trouve plein de choses sur Internet aujourd'hui, je lis aussi des manuels d'infectiologie. Et je m'aperçois que c'est ce qui est écrit dans tous les manuels. C'est ce qu'il faut faire. Et depuis longtemps. On peut remonter au 19e siècle sur des maladies. Bon, voilà. Donc tout ça j'ai pas besoin d'être médecin pour ça, c'est pas vrai. Et c'est très hypocrite et très infantilisant, voilà, etc. Et c'est un des problèmes d'ailleurs, plus global de nos sociétés. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure sur les gilets jaunes à un moment donné. Hein. Considérer encore une fois que voilà, en bas il y a cette espèce de populace stupide qui s'autorise à parler de choses alors que il y a une élite qui est là pour l'éclairer et lui dire ce qu'il faut penser. C'est un des problèmes de notre démocratie, ça aujourd'hui. Il n'y a pas que le problème de la structure, l'architecture des pouvoirs, le régime semi-présidentiel au plan national qui est le nôtre et le régime quasi-présidentiel au plan municipal qui est le nôtre, qu'on oublie toujours. Je ferai même une émission aussi là-dessus si vous voulez avec vous, parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire. C'est plus globalement
un fonctionnement qui traverse toute la société française, hein, où il y a une élite, on peut l'appeler un coup technocratie, un coup machin comme on veut, mais en gros, c'est toujours cette idée qu'il y a un tout petit nombre de gens qui détiennent le savoir, hein, ils vont se mettre entre eux et expliquer à la stupide populace ce qu'il faut penser. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très dommageable, que j'ai jamais partagé de ma vie, que je combattrai, que je continuerai à combattre de ma vie. Donc non, on peut comprendre toute une série de choses en s'informant sur des questions médicales, même si on n'a pas de doctorat de médecine. Voilà. Et il y avait une troisième chose que je voulais dire, qui était quoi Oui, la troisième chose que je voulais dire, c'est que mon métier de sociologue me sert beaucoup pour analyser tout ça. Tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, je pense que c'est précisément parce que je suis sociologue, c'est précisément parce que j'ai déjà travaillé sur la délinquance en col blanc, sur les laboratoires, sur les phénomènes de corruption, que par ailleurs, je sais ce que c'est que l'activité scientifique, je sais ce que c'est que soumettre un article à une revue scientifique, je sais ce que c'est qu'un processus de peer reviewing, je sais tout ça. Et c'est toutes ces questions-là qui sont tout à fait en jeu aussi dans ce qu'on se dit ici. Donc, ça m'est extrêmement utile pour comprendre les controverses, les enjeux, tous les enjeux qui se mélangent en fait là-dedans. Sur le sujet des traitements sur le coronavirus, quelle serait votre conclusion sur la question du lobbying qui a été mis en œuvre dans ces circonstances? Bon, conclusion provisoire, hein, puisque mon enquête n'est pas finie et que l'histoire n'est pas écrite, n'est pas finie d'être écrite. Mais ce rôle du lobby des industriels pharmaceutiques, je pense qu'il est central dans cette histoire. Voilà, je pense qu'il est central. Je pense alors, je suis peut-être, vous voyez, moi j'essaie de m'auto-critiquer en permanence et de faire attention à ce que je dis, je réfléchis beaucoup. Je suis peut-être actuellement trop impressionné encore par certaines données que je recueille, parce que j'interviewe beaucoup de médecins et je découvre petit à petit à quel point est grande l'emprise des lobbies pharmaceutiques sur la production même des connaissances, sur l'univers scientifique. Je vous donne quelques exemples, ça permettra à la fois d'illustrer, peut-être de tempérer aussi ce que je dis, mais c'est voilà, pour être complètement transparent, c'est ma règle par ailleurs. Moi, je découvre des choses qui seraient impensables dans mon univers scientifique à moi, en sociologie. L'emprise des labos, j'ai un médecin qui m'a dit il n'y a pas longtemps, leur stratégie, c'est de biberonner les gens depuis le départ. Et qui me raconte quelque chose qui est, encore une fois, impensable dans mon monde à moi. Un doctorant, je fais ma thèse, okay, je fais ma thèse, j'angoisse de la soutenance évidemment qui va arriver, je suis quand même, ça dépend des personnes, mais enfin quand même assez tendu. Et puis à l'issue de la soutenance, j'ai acheté quelques petits fours, un coup de pinard et des jus de fruits avec les membres de ma famille qui sont venir voir ça, quelques amis et quelques collègues. Voilà. Et puis par la suite, j'essaie de trouver un postdoc, si possible un poste quelque part, et j'essaie de publier des articles. Bon. Ça, c'est ce que moi je vois tous les jours depuis 25 ans, à commencer par mon histoire à moi, et puis aujourd'hui celle de mes étudiants. Bon, voilà. Quand on est sur un secteur qui intéresse la labo-pharmaceutique, eh ben, vous êtes doctorant et vous êtes repéré comme en pointe sur un truc, eh ben, vous avez un représentant de l'industrie qui vient vous voir un jour et qui vous propose d'organiser votre pot de thèse. Et là, ce sera autre chose que des chips et du coca, hein. Ou le cubi de rouge et de rosé du coin, hein, voilà. Là, il va venir vous organiser votre pot de thèse. À l'issue de votre soutenance, il va vous proposer de publier votre thèse chez un gros éditeur, d'ailleurs, qui vous fera gagner des sous en plus. Ça commence là. Ensuite, quand vous êtes également un médecin qui est important, vous êtes chef de service dans un hôpital, sur un secteur, et c'est le cas de la plupart qui intéresse un laboratoire pharmaceutique, il va régulièrement vous proposer d'abord de vous aider à aller présenter vos remarquables travaux dans des congrès mondiaux que par ailleurs il a lui-même organisés, qui se situent tous dans des endroits magnifiques, évidemment, aux quatre coins du monde, parce que une année on ira aux Bahamas, puis l'autre année on ira, etc. Bon, donc il va évidemment vous payer l'avion en première classe pour y aller, et puis un hôtel 4 ou 5 ou plus étoiles. Évidemment que
vous mangerez des bons plats et les meilleurs vins locaux, tout ça gratuitement, ça va de soi. Voire même si en plus, en marge du colloque, le soir, on a organisé une réunion stratégique ou un board afin de présenter la nouvelle stratégie du laboratoire, on va également vous rémunérer pour y assister, même si vous n'ouvrez pas la bouche et que vous faites vos mails pendant ce temps-là sur votre téléphone. Voilà. Je mets un peu d'ironie, mais c'est exactement ça qui se passe, que me racontent par le détail actuellement toute une série de médecins qui l'ont vécu et qui ne veulent plus le vivre, ou qui ont compris, ou qui machin, etc. Ce sont des stratégies où on implique de plus en plus, petit à petit, au fil des ans, les médecins dans le fonctionnement global qui est lui-même cadré, en fait, par le laboratoire. Depuis sa structure, son architecture globale, jusqu'à toute une série de petits détails, jusqu'au point où, parfois sans que les gens s'en rendent compte, c'est ce que me disent certains médecins, on percute un jour, mais très tard en fait, jusqu'à se rendre compte que quelque part ils sont un peu pieds et poings liés dans cette affaire et qu'ils sont devenus dépendants des laboratoires qui, encore une fois, leur payent tous leurs colloques, leur financent leurs publications, les aident à se faire un nom, à avoir beaucoup de publications dans des grandes revues, donc du coup d'avoir tous les bénéfices symboliques de l'impact factor important, etc., avec tous les plaisirs de la vie en plus que ce mode de vie peut contenir, tous les bénéfices pour leur carrière que ça peut contenir, et que certains, avec en plus, et c'est pour ça que ça marche évidemment, l'effet d'entraînement collectif. Parce que tant que c'est que quelques personnes, les autres peuvent les regarder de travers. À partir du moment où on a réussi à entraîner le cœur même du système, et est-ce que les jeunes générations trouvent ça normal et n'ont jamais connu d'autres fonctionnements, eh ben ça y est, on maîtrise en fait le système. Voilà. D'où le fait qu'actuellement, ce sont essentiellement des médecins d'un certain âge. Et quand on regarde d'ailleurs les soutiens qui se sont manifestés à Didier Raoult, et encore une fois, souvent en précisant je ne peux pas sentir la personne, mais c'est la bonne démarche médicale, c'est la posture de médecin, c'est l'éthique du médecin. Je dépiste, je soigne, je traite, je suis, etc. Quand on regarde qui sont les gens qui sont intervenus dans le débat public, on rencontre essentiellement des gens de cette génération. Et c'est très révélateur aussi. Alors écoutez, en tout cas, ça donne très très envie de vous entendre sur la suite des opérations, parce que là, finalement, on a posé le diagnostic de façon très complète, très intense. Il va falloir vraiment qu'on aille explorer ensemble la partie 2, notamment quelles solutions, comment les citoyens peuvent-ils reprendre la main sur la démocratie. Donc, on attend avec beaucoup d'impatience cette deuxième séquence. Écoutez, Laurent Meuchelli, vraiment un grand merci à vous pour cette participation. Donc, rendez-vous très très bientôt pour la suite des opérations.